On le fait des dizaines de fois par semaine, sans même y penser. On ouvre l'App Store, on voit une petite notif et hop, on clique sur mettre à jour. C'est un geste complètement banal. Exactement. Mais derrière ce clic, en fait, il y a tout un monde. Un monde de décisions, de défis techniques et de nuits blanches, j'imagine. Complètement. Aujourd'hui, on va soulever le capot. Notre source, c'est une conversation avec Ilias, un des développeurs principaux du projet crypto Alephium. Et on va essayer d'aller à l'essentiel. C'est quoi la réalité brute derrière la création et la maintenance d'un portefeuille numérique, un wallet? Oui. Et ce qui est fascinant, c'est de voir l'envers du décor. On va vraiment passer de l'autre côté du miroir pour comprendre que derrière chaque bouton, chaque animation, il y a un arbitrage, un compromis, parfois même un sacrifice. Notre mission, donc, c'est d'extraire de cette discussion les leçons clés. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire construire un produit numérique aujourd'hui, de l'idée de base jusqu'à l'objet utilisé par des milliers de personnes? Et pour nous guider, on a donc Ilias. Son histoire avec Alephium, elle commence à l'été 2021. D'abord en freelance pour créer leur site web. Et apparemment, le courant passe bien. Très bien, puisque quelques mois plus tard, en novembre, il rejoint l'équipe à plein temps. Et il hérite très vite d'un surnom dans la communauté, Ah oui, hein? le développeur du wallet. Ce qui est intéressant, c'est qu'il corrige tout de suite cette image, il dit bien qu'il n'est pas seul. D'accord. Il forme un duo avec Mika, le directeur des produits, et à eux deux, ils gèrent pas seulement les portefeuilles pour ordinateur et mobile, ils gèrent aussi l'explorateur de blocs, le site web, Ah oui, quand même. Ça donne une idée de l'échelle. un périmètre énorme pour une équipe de deux. Absolument, ça pose le décor. Alors, commençons par le début. Un portefeuille, au fond, ça a l'air simple, mais Ilias décrit une évolution en plusieurs étapes qui montre bien la complexité qui s'ajoute, couche par couche. Au tout début, la version pour ordinateur était, disons, minimaliste. Le strict minimum, quoi. Le strict minimum fonctionnel. On pouvait faire une seule chose, envoyer des fonds d'une adresse A à une adresse B. C'était un outil, pas encore vraiment un produit complet. D'accord. Mais dans la tech et surtout dans la blockchain, rien ne reste statique. Il y a une mise à jour majeure du réseau, ce qu'on appelle un hard fork, qui est venu tout changer. En activant les jetons et les contrats intelligents. Exactement. Et là, le portefeuille a dû suivre une transformation radicale. Ce n'était plus juste un porte-monnaie. Non, ça devait devenir une sorte de portail. Ilias raconte qu'ils ont dû ajouter la prise en charge des différents jetons, la capacité d'interagir avec ces fameux contrats. Puis sont venues les grosses intégrations comme Wallet Connect pour se lier à d'autres applications et surtout le support des portefeuilles matériels Ledger. Ça, c'était une étape clé pour la sécurité, très attendue par les utilisateurs. Et au milieu de toute cette course aux fonctionnalités, il y a un point qui passe souvent sous le radar mais qui est absolument vital pour l'adoption, c'est l'internationalisation. C'est-à-dire la traduction? Oui, Ilias insiste beaucoup là-dessus. Les deux portefeuilles sont traduits dans plein de langues, pas par une armée de traducteurs payés, mais par la communauté elle-même. Ah, c'est malin. N'importe qui peut se connecter sur translate.alfim.org et contribuer. C'est plus qu'un détail technique, c'est une décision philosophique. Ça transforme les utilisateurs en participants. Ils ne font pas qu'utiliser le logiciel, ils aident à le construire. C'est un point clé. Et après avoir empilé toutes ces fonctions, développé une appli mobile en parallèle de celle pour ordinateur, ils arrivent à un moment charnière, la rationalisation. Le moment où il faut ranger la chambre. C'est ça. La décision est prise de fusionner les bases de code dans ce qu'ils appellent un monorepo. Le terme est un peu technique, mais l'idée derrière est cruciale. Et ce passage au monorepo, c'est pas juste un choix technique. C'est le signe qu'un projet passe de la phase start-up, où l'on construit vite, quitte à créer du désordre, à une phase de maturité. On construit pour durer. Voilà, c'est le moment où l'on décide de payer cette dette technique. Concrètement, partager un maximum de code entre les applications, ça veut dire que si on corrige un bug à un endroit, il est corrigé partout. C'est un investissement énorme au départ, mais c'est ce qui permet de ne pas s'effondrer sous son propre poids plus tard. Donc ils ont une base solide, le produit fonctionne, mais c'est souvent là que les vrais problèmes commencent, les problèmes invisibles. Ceux que l'utilisateur ne voit jamais. Exactement. Ilias en parle très bien. Le premier, c'est la charge sur ce qu'on appelle le back-end, en gros les serveurs. Pour bien visualiser, il faut imaginer le système de départ. C'était un peu naïf, mais ça marchait. Comment ça, naïf? Chaque fois qu'on lançait son portefeuilleur, l'application hurlait au serveur. «Donne-moi tout! L'historique complet, toutes les transactions, le solde de chaque adresse.» Ah ouais? Avec une poignée d'utilisateurs, ça va. Mais quand des milliers de personnes font ça en même temps, plusieurs fois par jour, les serveurs commencent à suffoquer.
La solution qu'ils ont trouvée est assez élégante. Au lieu de cette approche bulldozer, ils ont mis en place un système de cache intelligent. C'est ça. Au lieu que l'appli crie « Donne-moi tout », maintenant elle chuchote au serveur toutes les quelques secondes. Dis-moi, il y a du nouveau depuis la dernière fois? C'est exactement ça. Si la réponse est non, il se passe rien. L'application utilise les données qu'elle a déjà. C'est une refonte majeure, mais l'effet a été spectaculaire. En termes de performance, j'imagine. En termes de performance et de scalabilité, l'appli est plus rapide, plus réactive et surtout l'infrastructure centrale respire. C'est la différence entre une petite route de campagne et une autoroute à 6 voies. C'est un de ces chantiers de l'ombre qui sont fondamentaux. Et le deuxième grand défi invisible qu'il mentionne, c'est celui des power users. J'avoue que ce terme m'a surpris. On imagine que tous les utilisateurs se ressemblent un peu. Pas du tout. C'est une erreur classique. Ilias donne une statistique qui change tout. 80% des gens n'ont qu'une seule adresse. Mais une petite minorité en a. Des centaines. Et pour un développeur, ce petit groupe de power users représente un vrai cauchemar technique. Imaginez, pour un utilisateur normal, vérifier son solde, c'est une seule question au serveur. Simple. Et pour un power user, Attendez, 200 requêtes, juste pour afficher un seul chiffre à l'écran, le solde total. Oui, Ça devait mettre le téléphone à genoux, hein. L'application qui rame, la batterie qui fond. c'est le genre d'expérience qui fait désinstaller une appli en 30 secondes. Exactement. Le défi est immense. Comment concevoir un système qui soit ultra efficace pour les 80% d'utilisateurs normaux sans que l'expérience soit inutilisable pour les power users? C'est un équilibre super délicat à trouver. Très délicat. Le système actuel y parvient, mais ça a demandé des trésors d'ingéniosité pour que l'interface reste fluide pour tout le monde. On voit donc qu'ils ont résolu des casse-têtes techniques énormes. Mais souvent le plus complexe, c'est pas le code. C'est la gestion de la ressource la plus limitée de toutes, le temps humain. Ça nous amène au défi humain. Et là, on touche à l'essentiel du problème. Ilias décrit une tension permanente. D'un côté, il y a les grands projets, les next big things sur la feuille de route, de l'autre. Le flot continu des petites suggestions de la communauté. Voilà, des retours très pertinents qui, pris un par un, sont pas urgents, mais qui, ensemble, amélioreraient grandement le produit. Et il faut rappeler le contexte. Ils sont deux. Deux personnes, Ilias et Mika, pour gérer tout le front-end. Et Mika a en plus la casquette de designer, de chef de produit, de marketing. Le temps n'est pas une ressource, c'est leur principale contrainte. C'est pour ça qu'Ilias raconte avec humour qu'il est obligé de voler du temps pour glisser une petite amélioration demandée par un utilisateur. Ce n'est pas un processus formalisé, c'est presque du système D. Un combat de tous les instants. Et pour essayer de gérer ce chaos, ils ont mis en place un outil intéressant, un Features Board sur GitHub. Les utilisateurs peuvent proposer des idées et surtout voter pour celles qu'ils veulent en priorité. C'est un outil de priorisation collaborative et c'est essentiel. Mais au-delà de l'outil, il y a la posture. Ilias dit une chose très forte. Il essaie régulièrement de retirer sa casquette de développeur pour mettre celle de l'utilisateur. C'est une démarche active. Et incroyablement difficile. Quand on a les mains dans le moteur toute la journée, on oublie ce que c'est que de simplement vouloir conduire la voiture. On est atteint par ce qu'on appelle la malédiction du savoir. On ne peut plus voir le produit avec des yeux neufs. Et donc ce flux constant de retour de la communauté, ce n'est pas juste une source d'idées. C'est un antidote. C'est la seule façon de rester ancré dans la réalité de l'utilisateur. C'est ce qui empêche une équipe de développer dans une tour d'ivoire et de finir par créer un produit techniquement parfait, mais que personne ne veut utiliser. Un autre aspect du travail qui est fascinant et complètement opaque pour nous, c'est le déploiement, la mise à jour. Ilias explique qu'il y a vraiment deux mondes. Pour le portefeuille de bureau, sur ordinateur, c'est le TGV. Oui, le processus est bien rodé. Il crée une version quasi finale, une release candidate, il la partage en interne et avec quelques testeurs de confiance. La chasse aux bugs. Exactement. Si tout va bien, la version est publiée. L'utilisateur lance son appli, elle se met à jour automatiquement. L'affaire peut être pliée en quelques jours. C'est rapide, c'est agile. Mais alors, pour le mobile, on passe du TGV à la diligence. Ah là, c'est une toute autre histoire. C'est beaucoup plus lent, beaucoup plus complexe. Et il faut détailler les étapes pour comprendre. Allons-y. Imaginons qu'Ilias corrige un bug aujourd'hui. D'abord, il écrit le code. Test interne, disons un jour. Ok. Deuxièmement, soumission aux App Store de Google et Apple. Leur examen, c'est une boîte noire. Ça peut prendre 3 à 4 jours.
Déjà? Troisièmement, une fois que c'est approuvé, il déploie en bêta pour plus de 600 testeurs volontaires. Cette phase dure au moins une semaine pour tout vérifier. Une semaine de plus. Et enfin, cinquièmement, ils soumettent la version finale, ce qui peut encore prendre quelques jours d'approbation. Donc si on fait le compte, entre le moment où le bug est corrigé dans le code et celui où la mise à jour arrive sur notre téléphone, on parle facilement de 2 semaines. 2 semaines, voire plus. C'est une éternité dans le monde du logiciel. C'est une contrainte complètement folle. C'est une contrainte énorme. Et ça explique pourquoi un bug qui est corrigé très vite, mais parfois si longtemps à arriver chez l'utilisateur final sur mobile. C'est pas de la mauvaise volonté, c'est le prix à payer pour être dans les écosystèmes d'Apple et Google. Face à toute cette complexité, ces défis, ces processus interminables, la question se pose, qu'est-ce qui motive un développeur à continuer? Pour Ilias, la réponse est très claire. C'est quoi? Sa plus grande motivation, dit-il, c'est de voir les gens utiliser ce qu'il a construit. C'est de savoir que son travail a un impact direct et positif, surtout dans le monde du Web3 qui peut être si intimidant. Il partage d'ailleurs une anecdote qui illustre ça parfaitement. Oui, elle est très parlante. Des nouveaux membres de la communauté lui ont raconté leur parcours. Ils découvrent le projet, visitent le site, trouvent le design soigné. Ça pique leur curiosité. L'étape suivante, c'est le test décisif. Télécharger le portefeuille. Et à plusieurs reprises, on lui a dit: c'est en utilisant le wallet, en voyant sa qualité, sa fluidité, que j'ai été convaincu du sérieux du projet Alephium. C'est un retour incroyablement puissant. C'est la preuve que l'interface, c'est le premier contact tangible avec une technologie qui reste très abstraite. C'est la porte d'entrée. Une porte d'entrée mal conçue et le visiteur fait demi-tour. Pour un développeur, entendre que c'est l'outil qu'il a bâti qui a créé ce moment de déclic. Il ne peut y avoir de meilleure motivation. C'est la validation ultime de tout ce travail invisible. La conversation se termine sur un dernier défi qui est en fait un appel à l'action. Trouver des développeurs open source pour venir prêter main forte. L'appel est très direct. L'équipe cherche des contributeurs. Et il faut préciser que ce n'est pas du bénévolat, les contributions sont rémunérées en ALF, la crypto du projet. Et comment on fait pour commencer? Le plus simple, c'est d'aller sur le GitHub du projet. Ilias a balisé certains problèmes avec une étiquette Good First Issue. Ce sont des tâches accessibles pour permettre à un nouveau de se familiariser avec le code. D'accord. Il suffit de proposer une solution via ce qu'on appelle une pull request. En résumé, ce que cette discussion nous offre, c'est vraiment une plongée dans la réalité de la création logicielle. On a vu le voyage d'un simple outil vers un produit complexe, les défis de performance invisibles, et ce processus, parfois incroyablement lent, qui conditionne chaque mise à jour. Et pour finir, ça laisse avec une réflexion plus large. Cette difficulté à trouver des contributeurs open source, même quand le travail est rémunéré, ça pose une question fondamentale. Dans un monde de technologies décentralisées, qui se construit sur l'idée de collaboration, quels sont les vrais freins? Est-ce que c'est une question d'argent? De temps? De complexité technique qui peut faire peur? Ou est-ce qu'il y a un autre facteur, plus profond, peut-être culturel, qui fait que le passage d'utilisateur à contributeur reste encore si difficile à franchir?